Alors, je vais reprendre un petit peu ce qui s'est passé et expliquer mon malaise et mon envie qu'on puisse sortir de cette situation où on dit faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, en quelque sorte. N'utilisez pas, utilisez les produits que moi je n'utiliserai pas, mais que je produis quand même. La loi Egalim avait mis fin à la production de pesticides interdits en Europe, en France. Et puis, au moment où la loi Pacte est arrivée devant le Sénat, il y a eu un amendement sénatorial, de la majorité sénatoriale, pour demander que cette interdiction soit repoussée jusqu'à 2025. Je comprends une chose. Interdire tout de suite, c'est mettre des gens au chômage. Et la transition écologique n'a pas vocation à mettre les gens au chômage. D'ailleurs, l'une des propositions que nous portons, c'est que les fonds européens puissent être utilisés notamment pour accompagner ceux qui, parce qu'on sort des centrales à charbon, parce qu'on ferme Fessenheim ou parce qu'on ferme une usine qui fabrique des pesticides désormais interdits, qu'on puisse accompagner les salariés dans leur reconversion pour leur trouver un nouveau travail. L'idée, c'est pas de dire on ferme tout de suite et puis on ne veut pas savoir ce qui se passe. Mais je suis absolument engagée et déterminée à pousser, à la fois sur le plan national et évidemment sur le plan européen, qu'on soit en cohérence entre nos engagements et nos actions. Il y a un problème qui vient se greffer sur le glyphosate. Plusieurs parlementaires qui ont combattu le glyphosate, plusieurs parlementaires européens, ont dit à quel point ça avait été une lutte acharnée contre les lobbies. Est-ce que notre Europe aujourd'hui, c'est une Europe des lobbies ? C'est une Europe où les lobbies sont présents, essayent d'être puissants, et c'est une Europe qui doit combattre, qui ne peut combattre les lobbies qu'au niveau européen. Regardez par exemple, s'agissant des GAFA. Le règlement général sur la protection des données a été voté par le Parlement européen, décidé par l'Union européenne, après des années de lobbying hostile des GAFA. Donc, victoire du bon sens. L'intimité numérique, c'est quelque chose que l'Europe a inventé, ni l'Amérique, ni la Chine, c'est l'Europe. Donc on a gagné. On a d'ailleurs gagné d'autres batailles sur les droits d'auteur, sur l'obligation à avoir 30% de contenu européen sur les plateformes du type Netflix. Les GAFA sont toujours là, mais ils ne gagnent pas toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand la Commission nationale informatique et liberté française met une amende à Google parce qu'il n'a pas respecté le règlement général sur la protection des données, cette amende, elle est de 50 millions d'euros. Autant dire que pour Google, c'est le temps d'un éternuement. Quand la Commission met à l'amende Google ou d'autres, et le but, ce n'est pas de mettre à l'amende, c'est de condamner, de sanctionner des comportements condamnables. C'est 13 milliards d'euros. C'est tout à fait autre chose. Et à ce moment-là, les grandes multinationales, quand elles sont confrontées à la nécessité de se conformer à la réglementation européenne et au risque d'être sanctionnées par l'Europe, non seulement elles écoutent, mais aujourd'hui elles viennent nous dire, finalement, le règlement sur la protection des données, maintenant qu'il est là, on préférerait que vous l'exportiez ailleurs dans le monde, parce que si on avait la même réglementation partout, ça rendrait notre vie plus simple. Aujourd'hui, on l'exporte en Inde, on l'exporte au Japon, on a aussi une influence européenne sur la manière de réguler les grandes plateformes, ça n'est pas rien. Nathalie Loiseau, on a pas mal de questions. En janvier, l'Europe a voté le principe d'un congé paternité partout dans l'Union, devant durer au moins 10 jours. En France, on est à 11 jours, non obligatoires. Et Marc Bassett, qui était là tout à l'heure, disait en Espagne, il vient de passer de 5 à 8 semaines, dont 2 obligatoires. Pourquoi on n'harmonise pas ? Pourquoi la France est-elle moins généreuse que l'Espagne ? Pourquoi on n'essaye pas de tous montrer l'exemple sur l'égalité homme-femme sur ce point ? Alors moi, ce que je porte, d'abord, c'est un féminisme militant en ce qui me concerne depuis longtemps, et ce que la liste que je conduis porte, c'est l'envie d'une politique féministe européenne. C'est-à-dire qu'on puisse, en quelque sorte, créer la clause de l'européenne la plus favorisée. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est mettre à plat les pratiques des différents pays européens, qu'il s'agisse de l'équilibre des temps de vie, qu'il s'agisse des inégalités salariales, qu'il s'agisse de la garde des jeunes enfants ou d'autres sujets, qu'il s'agisse de la lutte contre les violences faites aux femmes, et qu'on aligne vers le haut la réglementation de chaque pays sur celle qui fonctionne le mieux. Alors après, il y a évidemment des différences nationales. Par exemple, sur le congé parental,
J'allais vous en parler. La Commission proposait de le rémunérer au même niveau qu'un arrêt maladie. La France a dit non, ça coûte trop cher. Ce n'est pas la France qui a dit non, c'est une majorité de pays européens qui ont dit à l'Union européenne, dont la France, qui ont dit à l'Union européenne, vous n'avez pas totalement mesuré le financement que nécessite ce que vous proposez. En France, on a fait un choix qui est celui d'un congé parental long et mal rémunéré. Je vais vous dire ma conviction personnelle de femme, de mère de famille. Je pense que c'est le pire des deux mondes. Je pense qu'on sort longtemps du marché du travail et que c'est plus difficile d'y rentrer et qu'on est précarisé pendant qu'on est en congé parental, ce qui fait que très souvent, c'est celui des deux dans le couple qui a le salaire le moins élevé qui se met en congé parental. En général, et malheureusement, c'est souvent la femme. Christiane Schubert, pour quelques questions. Je vous en prie. Madame Loiseau, alors le président, et vous venez de le dire, exige un salaire minimum européen adapté à chaque pays et discuté chaque année collectivement, si j'ai bien compris. La France a un salaire minimum de plus de 10 € par heure. La Bulgarie a seulement 1,72 €. Alors, vous savez bien, ce sont les entreprises qui payent les salaires et les cotisations sociales. Selon une étude, les 10 plus grandes entreprises de l'Europe de l'Est font un bénéfice qui est 7 fois moins que les plus grandes entreprises françaises. Alors, comment, je ne parle même pas de PME en Europe de l'Est, alors est-ce que votre SMIC européen ne va pas accabler les entreprises dans l'Europe de l'Est qui sont pour la plupart encore petits et qui ne peuvent pas financer un niveau social élevé? J'ai envie de vous retourner la question et de vous dire, alors on ne fait rien. Alors on considère qu'il est normal qu'il y ait des travailleurs de deuxième classe en Europe, qu'il y ait des gens qui vivent dans un modèle où la compétitivité, c'est toujours les plus bas salaires. Qu'est-ce qui se passe dans les pays de l'Est aujourd'hui? On est à peu près partout au plein emploi. On a des pays où les gens ont émigré massivement. Il y a 400 000 Hongrois qui vivent en dehors de Hongrie. Ce sont des gens qui ont été éduqués, formés et qui finalement exercent leur activité professionnelle ailleurs parce que les salaires et la protection sociale dans leur pays d'origine est trop faible. Ils ne le font pas par plaisir. On ne quitte jamais son pays par plaisir. Ils le font parce qu'ils sont attirés par des meilleurs salaires. Ça veut dire que ces pays ont investi massivement dans la formation de gens dont ils ne profitent pas. C'est vrai pour la Bulgarie, c'est vrai pour la Roumanie. Aujourd'hui, vous avez une pression forte dans ces pays pour augmenter les salaires. Quand vous n'avez pas assez de main-d'œuvre et quand vous êtes au plein emploi, mécaniquement, les salaires montent. Mécaniquement, il y a une attente de ces populations, des organisations syndicales pour dire aujourd'hui, ça n'est plus tenable d'avoir des salaires aussi bas. Je suis d'accord avec vous, on n'aura pas demain un SMIC bulgare au niveau du SMIC français. Mais je ne veux pas me résigner à dire on se croise les bras, on ne fait rien et on accepte de mettre les travailleurs du même marché en concurrence les uns avec les autres. Il nous reste 1 minute 30, Christiane Schubert. Est-ce que c'est aux Français de leur dire quel est le meilleur système? Parce que c'est ce pays qui ont choisi un salaire minimum parce qu'ils savent bien que nos entreprises sont encore dans un stade de développement très très tôt. Et on sait bien, il y a d'autres pays en Europe qui font un autre choix, qui disent par exemple on va faire le social par plus d'emplois. Et on sait bien en même temps que la France a un problème avec sa compétitivité. Les entreprises, ils souffrent des prélèvements obligatoires très élevés. Moi, j'ai le mauvais rôle, il nous reste 1 minute. La question est toujours en dehors de la France. Est-ce que la France va essayer de combler son retard dans la compétitivité avec ses exigences de toujours plus de social? Écoutez, les exigences de toujours moins de social, vous ne me trouverez jamais pour les défendre. Le modèle européen, c'est un modèle d'économie sociale de marché. Ce n'est pas un modèle où on va finir par ressembler au Bangladesh parce qu'on n'aura pas trouvé d'autre manière d'être compétitif que d'avoir les salaires les plus bas. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, la France a réformé son code du travail. La France investit massivement dans la formation professionnelle et dans l'apprentissage. Aujourd'hui, il y a des emplois qui se créent en France. Et il y a des investisseurs qui viennent en France pour autre chose que pour les salaires les plus bas. Et moi, je m'en félicite. Ce n'est pas la France qui va dire aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est chacun qui va venir autour de la table, comme on le fait sur nos finances publiques, pour dire ce qu'on est capable de faire, quel est le contrat, quelle est l'espérance qu'on donne aux salariés en Europe d'être mieux payés et de ne pas être forcément les salariés low cost de l'Union européenne. Et c'est la fin de votre grand oral, Nathalie Loiseau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.